Et Ouais. surtout, à Monaco, on est un peu épargné aussi par la pression, tu vois, médiatique. Même quand tu fais des finales de Coupe d'Europe, finales de Coupe de France, tu joues le premier rôle, tu avais toujours un petit encart. Donc, Ouais, c'est vrai. il y avait ça aussi. Ça aurait peut-être été différent si j'avais été formé à Marseille ou au Paris Saint-Germain, des clubs comme ça. Mais j'ai été préservé. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré toutes mes années à Monaco. Sincèrement, ma vie là-bas, sur le plan privé, mais également sur le plan professionnel, les gens que j'ai rencontrés là-bas, il n'y a pas que des gens bien, hein, mais j'ai rencontré plein de belles personnes. Et surtout, c'est le club qui m'a permis de devenir ce que je suis sur le plan professionnel, mais également sur le plan humain. C'était pas évident, hein. Je suis arrivé à un rond-point, il y avait plusieurs directions à prendre à 13, 14 ans, avec tous les démons qui cohabitaient dans mon esprit. C'est pas évident. Quand j'ai un vite regard sur le passé, je me dis, quand même, Manu, t'as été costaud, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. Notre invité est aujourd'hui un très grand, beau gosse, perfectionniste, humble mais sûr de sa force, mystique, fort dans l'adversité, rebelle, extrême parfois, jusqu'au boutiste avec un dégoût profond pour l'injustice et une personnalité qui n'a pas peur de s'engager, une dégaine à la Rahan, le fils des âges farouches, un impact considérable sur le terrain et dans les vestiaires. Notre légende est de l'acier avec lequel on construit des équipes indestructibles, celle du doublé d'Arsenal, celle de la plus forte équipe de France de l'histoire, mais c'est aussi un hypersensible qui vit toutes ses émotions à fleur de peau. Notre légende est de ceux qu'on ne présente plus, il est sélectionné chez les Bleus à 19 ans seulement, entamant une belle histoire d'amour qui le verra siéger là-bas, tout là-haut sur l'Olympe des footballeurs. Monaco, Arsenal, le Barça, Chelsea, son CV est impeccable, son palmarès, lui, est exceptionnel avec un championnat d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre, un championnat de France, une Coupe de France, deux Charity Shields et surtout, un titre de champion d'Europe et, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un titre de champion du monde avec cerise sur le gâteau, ce troisième but inoubliable, marqué comme dans un rêve, dans un stade de France en fusion contre les champions du monde brésiliens de Ronaldo, Cafu, Rivaldo et Roberto Carlos. Notre légende aujourd'hui, qu'Arsène Wenger surnommé affectueusement l'emmerdeur à ses débuts et qui n'a de petit que le nom, c'est Emmanuel Petit. Emmanuel, Manu, bienvenue sur le podcast des légendes. Bienvenue, hein. Je sais plus quoi dire après cette introduction. Donc, il y a toujours des étiquettes qui sont dures à enlever avec le temps. Donc, elles résistent, elles résistent. Mais bon, c'est pas grave. J'ai appris à vivre avec. Donc, Alors, j'ai pas dit grande gueule, hein, j'ai fait très attention à pas dire grande gueule parce que je sais que c'est une étiquette, comme tu dis, contre laquelle tu résistes un peu, mais il y a quand même un côté, ça fait ta personnalité, hein. pas un rebelle. Je suis pas un Ouais, rebelle. Moi, je suis comme tout le monde. Enfin, comme une grande majorité des gens sur cette planète, j'aspire à vivre normalement, décemment, dans le respect, à travers les différences de tout le monde. Donc, je suis pas rebelle à ce niveau-là. Donc, j'ai pas de rébellion vers le monde dans lequel on vit, non. Donc, j'ai plus d'a priori par rapport à ceux qui nous gouvernent. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. On va dire plutôt anticonformiste. Voilà, parce que c'est peut-être pas rebelle, mais tu n'acceptes pas ce que d'autres trouvent comme normal. C'était le cas il y a longtemps. D'accord? L'anticonformisme. J'avais l'impression d'être souvent seul dans le désert où j'étais accompagné d'une poignée d'irréductibles. Ouais. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui, quand je regarde autour de moi et quand je parle aux gens dans la rue, qu'il y a de plus en plus de gens qui me ressemblent finalement. Donc, je suis pas vraiment anticonformiste. Moi, encore une fois, je veux que les choses se fassent normalement dans ce monde, Ouais. ni plus ni moins. Donc, le monde tourne mal depuis que l'homme est homme, depuis très très longtemps. Donc, on va pas noircir le tableau. Mais je veux simplement des choses normales, hein, des relations humaines normales avec que les gens puissent pouvoir vivre décemment de leur travail. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Mais j'en ai marre un petit peu cette étiquette de rébellion, de anticonformiste, tout ça, parce que je ne le suis pas. D'accord. Ok, alors c'est Je corrigé. suis un homme en colère, ce qui est différent. Voilà. Ok, alors on va dire un Ça homme en rejoint un peu colère. ce qu'a dit Arsène Wenger sur le dire, il m'a appelé affectueusement l'emmerdeur. L'emmerdeur, c'est Jacques Brel Très beau avec film, Lino Ventura. Ventura. Donc, t'as l'emmerdeur et t'as aussi l'empêcheur de tourner en rond. Enfin bref, je me reconnais plus dans ces personnages-là, tu vois. D'accord. Bah, c'était dit positivement, hein, juste Alors, for the record, comme disent les Américains. Alors Manu, merci d'être sur le programme avec nous. Je sais que tu es très occupé, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment est née pour toi la passion du foot? j'ai pas eu le choix. Comme Obélix, je suis tombé dedans. J'ai vu la potion magique très jeune.
Je suis le dernier d'une fratrie. J'ai deux frères aînés. Enfin, mon frère aîné, notre frère Olivier, est décédé il y a longtemps. Une fratrie où tout le monde faisait du sport. Tout était bon pour faire du sport dehors en permanence. Nous, on est d'une génération, contrairement à la génération actuelle, qui est sédentaire et qui est en permanence derrière ses écrans. Nous, on était toujours dehors. On avait une liberté incroyable. Il n'y avait pas aussi les risques que pouvaient encourir aujourd'hui les jeunes, hein, avec tous les prédateurs qu'il peut y avoir. Mais on était encore relativement préservés, donc je suis tombé dedans comme Obélix. Mon père était un sportif de renom dans la région. Il pouvait passer du football au cyclisme, au tennis de table, comme mon oncle, paix à son âme, qui était champion de Normandie. Mes frères étaient pratiquants de pas mal de disciplines. On faisait beaucoup de natation, beaucoup de tennis, beaucoup de foot, mais toujours à l'extérieur. Donc, en ce qui concerne le football, il a fallu que je fasse un choix à un moment donné, mais quand tu passes tous tes week-ends, tous tes mercredis sur des terrains de foot, à suivre tes frères, tes amis, ton père qui joue aussi le week-end, à les supporter dans l'équipe première. Donc, bah, moi, je suis un enfant des terrains, quoi, des terrains amateurs, comme la plupart des joueurs professionnels. Et quand tu débutes le foot, donc effectivement la passion est très intense assez rapidement, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que tu as une équipe ou un joueur en particulier qui te fait rêver? Non, évidemment, je suis déjà frappé par du chauvinisme, Ouais, du patriotisme, pas du nationalisme, du ouais, patriotisme. Évidemment, je partageais la chambre avec mon frère David. Et notre chambre était parsemée de posters à la gloire de joueurs français. À l'époque, moi, j'ai été baigné avec la génération Platini, ouais. qui m'ont fait rêver. Le carré magique, tous ces grands joueurs, puis par la suite que j'ai connus, que j'ai côtoyés. Et puis plein de joueurs et également sélection nationale de pays étrangers. Ça pouvait aller de créateurs brésiliens en passant par le pragmatisme allemand ou de certains. Beckenbauer. Ouais. Et puis j'ai été aussi bercé pendant mon enfance d'une bande dessinée, je ne sais plus si ça s'appelait Tom Oliver, où il y avait d'autres bandes Est-ce que dessinées. ce serait pas cette bande dessinée par hasard? Ouais, elle devait certainement en faire partie parce que tout ce qui Amiche était, Balfour. Ouais, ouais, tout ce qui était un rapport direct avec le foot dans les bandes dessinées ou dessins animés, j'étais très friand. J'étais d'accord. très à ce niveau-là. Et moi, en fait, j'étais bercé dans ces illusions-là. J'étais un gamin qui rêvait dans sa chambre. Je voyageais à travers le monde en regardant les posters. Et à notre époque, on n'avait pas tous les moyens de communication à notre disposition, donc il fallait se mettre devant le poste de télé à des heures bien précises le week-end pour avoir les condensés des matchs européens, notamment la Première Ligue anglaise, qui n'était pas Ouais. encore la Première Ligue anglaise, mais le football anglais. Et j'étais absolument submergé, omnibulé et fasciné par la passion que pouvaient mettre les joueurs sur le terrain, mais également la relation qu'ils avaient avec les supporters. Mais les joueurs aussi m'ont procuré des émotions incroyables. J'ai plein, je me rappelle, moi j'avais Roubesch, j'avais Beckenbauer, j'avais Socrates, j'avais Zico, j'avais Platini, j'avais tous ces joueurs-là qui étaient dans ma chambre, qui m'accompagnaient dans mes rêves en fait. Ouais. Alors, c'est marrant que tu parles j'ai vu que tu parlais de ces bandes dessinées de Amiche Balfour. Moi, je suis légèrement plus jeune que toi, même si j'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus à l'écran. Mais moi, j'étais obsédé. Donc, il y avait Ampis, qui était l'histoire d'un petit jeune de Blackport qui s'appelait Trois Pommes. Il y avait effectivement Ouais, Amiche la Foudre. ouais, Et j'avoue que ça a vraiment contribué à ma passion. Je me c'est suis allé marrant, chez ça me rappelle des souvenirs ces noms-là et voilà, tout. Yataka avec Gordon Stewart, le gardien de Tynefield. Enfin bref, j'étais complètement obsédé par ça. Je me souviens y aller toutes les semaines chez le marchand de journaux en espérant qu'il y en ait un nouveau parce qu'ils avaient en plus un rythme de parution qui était un peu bizarre. Tu savais jamais quand il y Et en moi, avait je un les à voir. achetais à l'époque avec les Rahans, là. Tu as fait allusion à Rahan tout à l'heure. Bah, avec le couteau de Rahan que tu achetais, tu sais, tu te prenais pour un guerrier. Enfin bref, Exactement. c'était cette génération-là. Ouais. Voilà. Et donc, tu joues avec tes grands frères, donc ce qui aide, hein, on a eu beaucoup de pros qui ont eu un petit peu le même schéma, où du coup, jouer avec des joueurs plus âgés, les aguerrit beaucoup. Et puis bon, les bastons, j'imagine. Moi, j'ai un grand frère aussi, donc je vois dans ce que tu disais, quand tu dis que tu as cassé le bras à coups de pas de fer. J'ai aussi cassé le bras de mon frère, on se portait l'un l'autre sur les épaules, et puis voilà. Donc c'est assez classique. Est-ce que tu es rapidement la petite star locale dans ton club? Oui, ouais, ouais, je suis même surclassé souvent. Et à cette époque-là, j'étais un des rares joueurs de la région de Normandie parce que j'ai commencé à partir de Minime à faire les sélections régionales, départementales et nationales.
Donc c'est ça qui a été un tournant majeur dans ma jeune vie, puisque c'est là où il y avait le début de la professionnalisation du foot français, avec la création également des centres de formation. Donc il y avait beaucoup de clubs qui prospectaient. Donc il y avait une élection à ce niveau-là, au niveau régional, départemental et au niveau national. Et c'est tout ce processus en fait qui m'a permis d'accéder au centre de formation. Mais oui, je faisais sous régulièrement les pages du sport, des informations diepoises. Et de temps en temps, ça arrivait presque au niveau de Rouen, du Havre, Ouais. parce qu'on jouait dans la même ligue que ces clubs-là, et on leur mettait des rousses à chaque fois. Et donc, ils comprenaient pas. À chaque fois, les clubs adverses déposaient des réserves, puisqu'ils pensaient qu'on montait sur mon âge, parce que j'étais Ouais. relativement grand à cette époque-là déjà. J'étais déjà bien mature. Mais en fait, je jouais numéro 10 et j'ai marqué sur les saisons toujours la moitié des buts de mon équipe. Et donc, oui, j'ai eu l'intérêt de beaucoup de clubs professionnels à cette époque-là quand j'ai commencé à faire les sélections des vallées, c'est au niveau régional, au niveau de la Normandie. Après, la sélection de Normandie dans les coupes nationales qui nous a permis d'aller jusqu'en finale et on a perdu contre le Rhône-Alpes lors du championnat d'Europe 1984. Enlever les rideaux du match, je crois que c'était Espagne, je sais plus qui, on a perdu. C'était à Geoffroy Guichard. Et tu C'est marques le ça but. qui a été le déclencheur en fait. Et alors, ce qui est intéressant dans ton livre, que je conseille vraiment à tous les amateurs de foot, qui est vraiment différent des biographies habituelles, parce que tu es d'une extrême transparence, vraiment, tu racontes tout. Malheureusement, ouais. Tu te fixes aucune limite, même ton premier rapport, tes erreurs de Ouais, jeunesse. Donc, ouais. Ça me fatigue en fait, parce que je viens d'avoir fêté mes 54 ans là, il y a quelques jours et en fait, j'ai appris. joyeux anniversaire. Oui, merci. C'est confirmé en fait. Je ne changerai jamais. C'est bien dommage. Bah, pas forcément. Enfin, on a eu beaucoup de joueurs qui disaient, quand on devient célèbre, les gens s'imaginent que on change, etc. Alors que c'est plutôt le regard des gens sur les joueurs qui change. Les joueurs fondamentalement ne changent pas. Alors ils ont peut-être une petite période où ils vrillent, mais en tout cas c'était le consensus qu'on a eu. Alors peut-être que tu as une opinion différente là-dessus. Bah moi, j'ai été appelé en équipe de France très jeune, donc Ouais. je connais la célébrité depuis l'âge de mes 17 ans. Elle m'accompagne, donc je vis avec elle. C'est une concubine des fois qui est un peu encombrante. Mais bon, elle m'apporte tellement de choses aussi positives, donc je peux pas non plus lui demander de prendre la porte. Ouais. Donc non, aujourd'hui, je suis arrivé à un âge où peut-être je me prends moins la tête sur pas mal de choses. Je reste foncièrement moi-même dans le fond, dans la forme, je pense que j'ai changé. Mais, mais j'aurais bien aimé être différent. Ça m'aurait évité pas mal de problèmes, à la fois dans ma vie privée, mais également professionnelle. Et je pense que j'aurais pu accéder à des niveaux un peu plus importants sur le plan professionnel, je pense. D'accord. Ah, tu penses que tu aurais pu avoir une carrière encore plus belle? Je pense que si j'avais été davantage diplomate, Ouais. j'aime pas trop ce terme diplomate, ça veut dire Ouais. quoi? Diplomate, au contraire, des fois on dit il n'y a pas besoin de diplomatie. Quand je vois tous les diplomates aujourd'hui dans le monde entier, ce qu'ils font, je me Bah, demande ils font si. rien, hein. Je peux te le C'est pas. confirmer, hein. C'est la semaine de l'ONU à New York en ce moment, donc déjà il y a une circulation de monstres, et donc c'est détestable, et il se passe généralement jamais rien. Écoute, je crois que les gens sont bien conscients que ça va mal dans le monde. Mais encore une fois, je reviens à moi, ce que je suis réellement, et sincèrement, ça m'aurait évité pas mal de problèmes, et je pense que j'aurais peut-être une trajectoire professionnelle différente, notamment après ma carrière de joueur. Je pense que ça, même si je me débrouille bien, hein, mais Ouais. je me dis que sans les appuis que peuvent avoir beaucoup d'anciens joueurs, des connexions, des contacts, des choses comme ça, voilà, j'essaye de m'inspirer d'eux. Voilà. Mais est-ce que tu penses que en étant plus lisse, on va dire, et peut-être que ça va te faire hurler de dire lisse, mais peut-être qu'en étant plus lisse, tu penses que tu aurais quand même réussi à avoir cet impact sur le terrain, parce que je pense que les deux Oui, sont liés. Les oui, deux je le sont pense liés. sincèrement. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû penser à moi pour certaines choses, certains rôles, mais qui ont vite rétro-pédalé par peur de mon caractère, de ma personnalité, ou de mes idées, voilà. Des fois, il n'y a pas de conciliation avec moi, hein. Mais encore une fois, c'est un constat que je fais. Je n'ai pas de regret à ce niveau-là.
Ouais. Mais je me dis que oui, par exemple, je te prends un exemple tout bête. Je pense sincèrement que j'aurais pu avoir un rôle important au sein de la Fédération française de football. Je connais bien les arcanes du football, je connais bien la politique au sein du football, je connais bien les besoins du monde amateur, des féminines également, des équipes nationales. C'est des choses que je maîtrise parfaitement. J'ai accompagné pas mal de candidats dans les élections, donc je connais bien l'intérieur du système cadenassé, verrouillé, qui a été dénoncé avec beaucoup d'hypocrisie par beaucoup de personnes sur le système électoral au niveau de la Fédé, voire de la Et Ligue. LFP, ouais. Ça existe ainsi depuis la nuit des temps. Donc Ouais. ça m'a surpris de voir à quel point ça pouvait indigner certaines personnes, Ouais. alors que ça existe depuis longtemps. Bah oui, mais c'est ce que tu dis exactement, c'est l'hypocrisie. On en a parlé pendant 2 semaines, Oui, mais maintenant, j'aimerais être davantage hypocrite, moi. ouais. J'aimerais pouvoir faire la même chose que beaucoup de gens Ouais, mais qui, tu en p plus, quand alors je sais qu'ils me mentent, ils le savent très bien qu'ils me mentent, je le sais, mais ils ont un culot incroyable, avec une sincérité dans ce qu'ils disent. C'est ça, il faut que j'accède à ça, en fait. mais alors évidemment, on se connaît pas, mais je pense que tu pèterais un câble au bout d'une semaine. Je pense que tu n'y arriverais pas. Ah, ça, c'est C'est autre chose. Que je puisse vivre avec ma ouais. conscience et au quotidien avec ce genre de personnes. Il n'y a pas que des gens malsains, des gens tordus dans le milieu Ouais. du foot, Bah dans non, la il société. y a le milieu amateur, effectivement. Mais si tu veux changer les choses, on m'a toujours dit il faut rentrer à l'intérieur du système et avoir un rôle important. Le souci, c'est que moi, ça fait longtemps qu'on m'a démasqué, donc je peux plus rien faire. Ouais. Bah alors, ce que tu disais justement sur la réputation, etc., un passage que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre, c'est que donc tu signes à Monaco, donc là on a zappé quelques années, donc tu signes à Monaco, mais quand tu arrives à Monaco, apparemment un responsable d'une ligue, peut-être la Ligue de Normandie, ou je sais plus exactement de quelle ligue, mais envoie un courrier à Mm. Monaco pour dire vous faites une erreur, ce gars-là est ingérable, ce qui est horrible en Ouais, je fait. Il sais essaye pas de son dérailler la nom. carrière d'un ado, quoi. Ouais, il avait un rôle de DTN, il me semble, à l'époque. Ou en tout cas, au niveau de la Ligue de Normandie, il avait un rôle important. Je ne vais pas citer son nom, je pense qu'il n'est plus de ce monde, donc paix à son Non, âme. effectivement. Moi, je lui en veux pas, je ne lui en ai jamais voulu parce que malgré sa lettre, ça n'a pas fait blocage et au contraire, je félicite et je remercie l'AS Monaco et les gens qui ont pris la décision de me prendre malgré tout, de pas simplement se fier à des rumeurs malsaines. La raison était toute simple, c'est parce que cette personne voulait absolument que je reste en Normandie, que je signe soit à Rouen et notamment au Havre. Et moi, j'avais des ambitions ailleurs. Donc, je lui en veux pas, sincèrement, puisque ça n'a pas été un frein ou un handicap pour ma progression et pour mon entrée justement au centre de formation de l'AS Monaco. Alors justement, donc tu arrives à Monaco, donc tu cartonnes, comme tu disais, minime, tout ça, tu gagnes des compétitions, tu es sur les radars de tout le monde. Monaco t'observe, décide de te faire venir. À l'époque, Pierre Tournier, donc qui était à Sochaux, on a eu Joël Bat sur le programme qui parlait de la dureté de Pierre Tournier, qui pouvait être vraiment très, avec des remarques pointues, vraiment acérées comme une lame. Donc toi, tu en parles toujours, Monsieur Pierre Tournier. Donc Oui, il y a beaucoup de respect oui, encore dans ce que tu dis. beaucoup de respect. Encore une fois, paix à son âme. Donc, il n'est plus de ce Ouais, monde. Et c'est le premier grand formateur du foot français qui a sorti toute la génération de Sochaux, des ouais. Stéphane Pal. Pareil, Anziani, ouais. Et après, il est venu à l'AS Monaco. Il a sorti beaucoup de joueurs aussi au sein de l'AS Monaco. Je vous rappelle quand même que lors de la finale 98, on est 5 issus de la formation monégasque. Donc, non, Monsieur Pierre Tournier, pour vous faire une idée, je crois que c'est Mickey avec Rocky, l'entraîneur de Rocky, Mickey. Vous voyez Ouais. comment il était dur, mais en même temps, il avait un côté paternaliste, mais il était très exigeant, très très dur, mais c'était nécessaire. Après, il y a eu peut-être des dégâts collatéraux sur certains joueurs qui n'avaient pas la force mentale justement pour prendre un peu de recul et en fait, de bien réaliser que toutes ces remarques et ces positions, des fois qui étaient fortes, qui étaient des fois à la limite même dû à. Enfin, c'est Abusif. rentrer dedans, quoi, tu vois. Ouais. On était des gamins. Donc, je peux comprendre que certains ont eu des problèmes mentaux à ce niveau-là. Mais moi, au contraire, ça a été à chaque fois qu'il m'est rentré dedans, et Dieu sait le nombre de fois qu'il m'est rentré dedans, où j'ai pété des portes, j'ai fracassé des vitres, j'ai explosé des grillages à la sortie des stades, parce que ce qu'il me disait
m'énervait considérablement, mais en même temps, je savais que c'était pour mon bien. J'avais toujours en tête que tout ce qu'il faisait, même si ça me plaisait pas, c'était pour mon bien. Voilà. Mais alors, ce qui est dingue dans ton histoire, c'est que premièrement, tu es très, comme je disais, hein, tu es très transparent. On a eu pas mal de joueurs qui sont passés par les centres de formation. Alors, l'idée qu'on a, effectivement, c'est marche ou crève. Donc, il faut quand même une personnalité bien trempée pour y arriver. Mais toi, tu parles du système, enfin, pas de l'envers du système, hein, j'ai pas envie d'employer cette formule journalistique, mais vraiment, tu dis il y en a un qui a commis un ancien pensionnaire qui s'est suicidé, un autre qui a terminé en prison. Toi, apparemment, tu as fait une dizaine d'incartades et tu étais peut-être à une de te faire virer. Donc, Ouais. comment est-ce que tu expliques que toi, qui avais ce côté, quand même, vraiment, il fallait te canaliser à cette époque-là, hein, donc je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans ton livre, mais tu te battais Moi, sur les terrains vagues, tu avais quand même un côté, ouais, bagarreur. voilà, tu avais un côté Mais c'était pour très, très, défendre ouais, quand j'étais gamin avant de partir à Monaco, je me battais quasiment tous les jours avec un camp de gitans qui était à côté du collège. Mais c'était un petit peu un rendez-vous quotidien. Mais en fait, je suis intervenu un jour dans une bagarre qui opposait donc une personne du camp des Gitans et mon meilleur ami. Et j'en avais marre de le voir se faire harceler à ce niveau-là. Donc j'ai pris position et donc je l'ai défendu. Et donc c'était devenu un rituel. Dès que je sortais de l'école, on ouais, mettait le cartable par terre et on se foutait sur la gueule. ouais, Mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté rapidement parce qu'en fait, ils ont compris que ça ne servait à rien avec nous. ouais. Qu'on revenait toujours. On avait beau avoir un genou à terre, on se relevait, on avançait vers eux. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit, c'est bon, on laisse tomber. Ces mecs-là, ils sont tarés, quoi, en fait. Et on est devenus copains. Ouais, ouais, Mais ça fait très film américain. ouais, donc ce côté bagarreur, en fait, a été exacerbé après lorsque je suis parti à Monaco. Parce que le décès de mon frère sur un terrain de foot, partir très jeune, on était un petit peu des explorateurs hein, à cette Ouais, époque-là. Hein. On était les premiers à aller dans les centres de formation, ça se développait, donc c'était une inconnue totale avec la certitude de voir très très peu sa famille. Moi, j'avais fait une expérience assez courte dans le sport-études de Saint-Valery-en-Caux en Normandie, où je suis resté que quelques semaines et je ne supportais pas la séparation familiale, alors pourtant j'étais à 50 km, hein, mais ouais, je ne parents que le week-end et ça m'était insupportable. Donc, tu es en construction en tant qu'individu, tu es un mineur, tu t'émancipes sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel, sur le plan humain. Donc, c'est très, très dur de prendre conscience que quand tu vas dans un centre de formation à 13 ans, tu joues ton avenir. ouais, Très, très dur d'accepter aussi que des adultes te rentrent dedans et te font violence en permanence pour essayer de sortir le meilleur de toi-même, les qualités qu'ils voient en toi en tant qu'homme et en tant que joueur. Tout ça, je sais qu'il y a des joueurs qui étaient peut-être plus talentueux que moi à l'AS Monaco, ils n'ont pas su y arriver parce qu'à un moment donné, ils ont lâché. Ils ont lâché mentalement, ils ont lâché prise, ils ont perdu confiance en eux, ils en ont eu marre, c'était trop dur. Moi, j'étais le seul à avoir demandé à continuer une scolarité aussi au lycée Albert Parmentier de Monaco, en plus des entraînements que je devais me farcir quasiment tous les jours à la sortie des cours. C'était devenu impossible pour moi sur le plan ouais. physique. Alors, ce qui est Euh, intéressant, c'est que tu parles de cette année c'est le lycée Albert Ier, c'est ça? Pourtant, l'idée qu'on a un peu, c'est que l'école, c'était pas ton truc, quoi, hein. C'est que ça n'a jamais c'était, été mon truc, l'école, voilà. malheureusement. Et pourtant, j'adore, je suis comme une éponge, j'adore apprendre, j'adore me nourrir de nouvelles choses. Je pense que l'éducation nationale, d'une façon générale, est indispensable, elle était nécessaire et elle est bénéfique pour n'importe quel jeune. Mais je pense que l'éducation nationale se trompe énormément dans sa façon d'éduquer les Mhm. jeunes. Et je suis content que quand je vois avec mes filles, qui sont d'un certain âge aujourd'hui, je vois que l'éducation nationale commence à prendre de bonnes décisions. Il faut que ça reste ludique, l'enseignement. Si ça devient rébarbatif, tu y vas à reculons et au bout d'un moment, tu ne... En plus, maintenant, il faut accorder les réseaux sociaux, donc avec des gamins qui se couchent tard, qui sont Ouais, continuellement derrière leurs écrans, qui deviennent sédentaires, qui ne bougent plus. Il y a aussi un enjeu sanitaire de santé publique, ouais, mais pas simplement, il y a tellement de choses aujourd'hui. Donc, il a fallu intégrer tout ça et moi, aujourd'hui, je suis plutôt content que l'école prenne, soit attentive, justement, et soit consciente des enjeux aujourd'hui de la nouvelle génération, comment les éduquer. Encore une fois, ça ne m'aurait pas dérangé d'aller à l'école tous les jours si j'y prenais plaisir. ouais, d'accord. Le seul souci, c'est que j'allais à l'école, j'avais l'impression d'aller au boulot.
J'avais l'impression que il y avait une pression énorme sur moi, qu'il y avait une sélection naturelle, bah, tu es en difficulté, c'est pas grave, on va te mettre de côté, on va se concentrer sur l'élite. C'est tout ça qui m'a dérangé, en fait, dans l'école, dans ce process, de se dire aussi qu'on vous apprend des choses qui ne vous servent à rien quand vous Ouais. êtes adulte. Mais le La nombre géologie, le la nombre géologie par exemple. d'années à sacrifier et aujourd'hui, on me pose des questions, mais tout ce que j'ai appris à l'école, mais en fait, ça me sert à rien dans la vie de tous les jours, la plupart du temps. C'est clair. Apprenez-moi des choses qui me soient utiles quand je serai grand. Ouais. Lire, écrire, penser, faire des maths, des notions d'histoire, un peu de biologie. Il y a pas de souci, mais il y a des matières, mais on s'en fout. Ouais. Ah, mais c'est marrant parce que j'ai tout le temps ce débat. Je me souviens avoir eu ce débat avec mon beau-frère qui pensait comme nous. Et matière qui revenait tout le temps, c'était la géologie. Qu'est-ce qu'on Mais en a la à géologie, foutre de si savoir qu'il y a si tu peux être 8. historien, Ouais, explorateur, ce que tu veux, il y a pas de souci. Au bout d'un moment, quand les jeunes sortent du collège, qui vont au lycée, ça devrait être là. Tu prends, tu as un sens giratoire, on te dit voilà, est-ce que parce que poser la question à un gamin de 12-13 ans, ce qu'il veut faire plus tard, bonne chance, hein. ouais, Par contre, posez-lui la question à 17-18 ans, peut-être qu'il aura des idées un peu plus précises. Et là, ouais, on peut l'orienter vers des branches spécialisées. Mais nous faire un bourrage de crâne, je m'en et quand je pense à ça, je me dis: «Les heures perdues à regarder à travers la vitre, de se dire: "J'aimerais bien être à côté de la vache dans le pré là-bas pour m'amuser avec elle", en fait». Je ouais, prendrais plus de plaisir qu'à être en cours, en fait. C'est une perte de temps. Les gens, en fait, puis au final, c'est que n'importe que crispation, pardon, et frustration. Donc, quelque part, moi, je me dis: «L'éducation nationale, mais inspirez-vous de ce que font certains pays dans le monde, dans l'enseignement, c'est extrêmement ludique et on voyez les résultats sont impressionnants au niveau des gamins. Si ouais, vous leur faites plaisir, vous captez leur attention, tout ouais. simplement. Mais alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que malgré cette quasi-détestation de l'école, tu t'imposes 1 an à t'emmerder, à faire les allers-retours. Tu vas au lycée, Au tu lycée, t'entraînes, tu vas au lycée. Donc tu un deal avec mes parents, ça, hein. D'accord, c'était les parents. Ok. D'ailleurs, c'était, l'AS Monaco, en plus d'avoir Pierre Tournier, comme assurance avec monsieur Paul Pietri également, Ouais, les 2 Paul Pietri. formateurs, bah, il m'assurait également de continuer une scolarité. Les clubs, encore une fois, se développaient dans leur centre de formation, se développaient également dans la structure scolaire. Donc, mais mes parents m'ont dit: «Écoute Manu, le football, c'est bien, ça se développe, ça peut être un débouché professionnel pour toi plus tard, mais si jamais tu ne réussis pas, c'est quand même un pari sur ta jeunesse. Il faut quand même que tu aies un plan B. Il faut que tu continues à faire tes études en parallèle et va le plus loin possible». Alors, c'était quoi ton plan B, justement? Mon plan B, c'est-à-dire que si je réussissais pas, ben, Ouais, moi, j'avais le choix avant que je devienne, que je veuille devenir professionnel footballeur. C'était également la natation, parce que moi d'accord. j'étais baigné dans les exploits de Stéphane Caron, Oui, bien sûr, Stéphane Caron, champion d'Europe. Je crois qu'il est médaille de bronze, ouais. formation régionale toutes les semaines, il me faisait rêver. Je me dis, je veux être sportif, je veux faire la une des journaux. Et en fait, Il est banquier maintenant, hein. Et ouais, moi, au décès de mon frère, je me suis fait la promesse absolument de devenir professionnel footballeur parce qu'il est mort sur un terrain de foot. Ouais, Et j'étais en mission pour mes parents, donc déjà j'avais l'ambition de devenir footeux, mais en plus, je voulais absolument que ma famille soit fière et qu'en fait, que le décès de mon frère n'ait pas été en vain. Il y a un côté spirituel là-dessus, hein, je te ouais. l'accorde. On essaye de se raccrocher à ce qu'on peut justement pour vivre et faire son deuil. Donc ça me suit toujours au quotidien. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai dit à mes parents, il n'y a pas de souci, même si je savais que ça allait être dur physiquement, parce que tous les matins, je portais bonheur. Je Ah ouais, ça, prenais ça devait être J'étais horrible parce que tu es calé, tout jeune, là. je prenais le bus pour aller à l'école, je passais toute la journée à l'école. Des fois, je m'endormais à 16 heures dans les cours de physique. J'en pouvais plus, ma tête n'arrivait plus à suivre, mon corps il me lâchait. Et après, il fallait que j'enchaîne avec les entraînements. Et quand j'avais fini les entraînements, à 20h, 20h30, je faisais mes devoirs. Je peux t'assurer que j'avais aucune vie sociale. Ah, ça doit être horrible. Ouais, ça devait être Non, horrible. pas horrible parce que ça a payé, Ouais, parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est très, très dur, mais les choses n'arrivent pas par hasard, elles tombent pas du ciel comme ça, on va pas te les donner. Tu as un rêve, aussi grand soit-il, mais va le chercher ton rêve. N'attends pas des gens qui te le donnent. C'est à toi, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants en permanence. N'attends rien de personne, parce que ouais, personne ne te donnera rien.
Il n'y a pas de générosité dans le monde, il n'y a pas de solidarité entre les gens dans le monde. C'est de la fumisterie, tout ça. C'est de l'enfumage. Il y a encore des millions de gens qui ont ces pensées-là, avec des vraies valeurs, avec un vrai esprit de communauté, mais de moins en moins, de beaucoup moins. Je veux dire, on est devenu extrêmement égoïste de nos jours. Ouais. Donc oui, ça en vaut la chandelle quand tu te donnes à fond. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que le fait de te donner à fond, tu vas nécessairement réussir. Il peut s'avérer que ça se termine par un échec. Je l'ai vu avec des gars du centre de formation. Mais encore une fois, ces gars-là, je leur dis, les gars, vous n'avez pas de regrets à avoir, vous avez tout donné. Ouais. C'était juste que ce n'était pas fait pour vous, simplement. Voilà, mais vous avez tout donné. Je ne supporte pas les gens qui ne réussissent pas parce qu'ils ne se donnent pas à fond. Et après, ils viennent se plaindre et trouver justement des fautifs à droite et à gauche. Et on est dans la victimisation. Là, je ne supporte pas ce truc-là. Donc Alors, oui, ça en valait la peine. d'accord. Alors, il y a un point qu'on traite très souvent sur le podcast, c'est les différences d'accompagnement des jeunes joueurs à ton époque ou même aux époques un peu précédentes et maintenant. Et très souvent, comme toi tu viens de le dire, les joueurs qui ont eu des carrières extraordinaires nous disent j'étais pas le meilleur au centre de formation ou même j'étais même pas le meilleur au sein de ma famille. Souvent, il y avait un grand frère qui était meilleur, etc. Est-ce que tu penses que euh, avec une approche un peu plus bienveillante, il y a plein de joueurs qui ont abandonné ou qui n'ont pas pu percer, qui auraient pu avoir de belles carrières si ça n'avait pas été du marche ou crève, si ça n'avait pas été t'es une merde, relève-toi, avec des approches un peu plus ok, Et je sens que tu traverses un moment un peu difficile, comment est-ce qu'on peut t'accompagner? Tu vois ce que je veux dire? oui, je vois très très bien d'apporter davantage de dimension humaine dans les relations et de soutien moral. Oui, je comprends tout à fait, mais on va pas comparer les époques, les générations, mais on quand même un fil conducteur. Encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit auparavant, donc il faut toujours améliorer le concept, mais la nature humaine restera toujours la même. Donc c'est toujours comme ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, ça l'est aujourd'hui en 2024. Encore une fois, si tu as des rêves énormes, des rêves insensés, où tu as le sentiment qu'ils sont tu peux pas y arriver, qui sont à des années-lumière. Bah, moi, encore une fois, je comprends pas les gens qui passent leur temps à pointer du doigt la responsabilité des autres par rapport à leurs propres échecs. Non, alors c'est pas ce que je dis, hein. C'est par Non, non, mais exemple, tu vois, j'ai compris. Si ouais, avec les relations humaines, est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs à mon époque qui auraient une carrière différente voilà, ou qui aurait pu être motivé différemment, voilà. C'est plutôt les techniques de voilà, c'est motivation. que l'être humain a toujours été tel qu'il est. Il a juste changé en fonction, il a juste changé la forme en fonction des générations, mais foncièrement, l'être humain restera toujours l'être humain. Donc, je pense pas. Encore une fois, moi, je reste persuadé que c'est pas tellement les gens qui étaient en charge de ça qui sont responsables de ton échec. C'est plutôt toi qu'il faut regarder en premier. D'accord. Et si tu ne supportes pas le fait qu'on te rentre dedans mentalement, moralement et physiquement pour te pousser à bout et te dépasser tes propres limites, alors fais un autre métier, un D'accord. métier beaucoup plus protecteur. D'accord, Mais, c'est clair. mais oui, encore une fois, je veux dire, si tu as la chance de devenir professionnel, joueur professionnel, c'est quand même un rêve de millions et de millions de gamins chaque année. Il y a très peu d'élus. Donc, je veux dire, les bénéfices en sont considérables derrière. Ouais, bien sûr. Donc ça en vaut la peine, c'est le prix à payer, je suis désolé. Après, il y a de la casse, il y aura toujours de la casse. Mais on ne D'accord. fait pas d'assistance sociale quand tu veux devenir professionnel, footballeur professionnel. On n'est pas des enfants dans la délinquance ou des papas alcooliques ou une maman cocaïnomane ou quoi que ce soit. On n'est pas dans ce truc-là. D'accord. Donc, Monaco, donc tu arrives là-bas, tu as 15, non, tu as 13 ans, c'est ça? 13, 14 ans, il me semble. Et puis, donc, tu gravis les échelons assez rapidement. Tu es appelé en équipe première de manière un peu surprenante, c'est ça? Est-ce que tu peux Oui. nous raconter comment tu intègres Monaco à l'époque était entraîné par Arsène Wenger et ils jouaient les premiers rôles en championnat, mais également en Coupe d'Europe. Ils avaient des échéances tous les 3 jours qui étaient colossales. Et à cette époque-là, l'équipe 1 avait quasiment la moitié de l'effectif blessé et des blessures sur plusieurs semaines. Et on était en fin de, il me semble, de mémoire, on était en deuxième partie de saison. Et Arsène Wenger était venu nous voir lors d'un match, il me semble que c'était au Cavigol de Nice, il me semble.
En tout cas, c'était à Nice. Et donc, le bruit est vite passé dans le vestiaire des jeunes. On était tous au centre de formation. Et le bruit, c'était réparé. Arsène était là pour regarder le match alors qu'il le faisait quasiment pas parce qu'il a un emploi du temps extrêmement chargé. Bien sûr. Mais il était là parce qu'on parle de raison à cause des blessés. Donc il lui fallait trouver des alternatives. Et à l'issue de ce match, il est venu me voir, il m'a dit Manu, à partir de demain, même si je sais que tu n'es pas professionnel, à partir de demain, tu t'entraînes avec nous. Je pensais que c'était de façon temporaire pour pallier justement les absences, mais non. Dès la première minute où j'ai posé les crampons dans l'équipe 1, je suis jamais ressorti. Et mieux encore, j'ai quasiment joué tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Donc ça a été non, ça a été super, ça a été super. Et comment qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Parce que là, tu commences vraiment à toucher du doigt le Graal, quoi. Bah, c'est bizarre les émotions parce que t'es à la fois super content. Tu dis, Ouais, t'es pas loin de toucher ton rêve en fait. Mais en même temps, tu te dis, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Tu dis, je suis encore un gamin, quoi, tu vois. ouais, Je suis en liberté. Je vais avoir avec des mecs qui roulent, qui ont une bagnole, qui ont une famille, des ouais. enfants, et pour certains, un pédigré aussi déjà bien prononcé. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur de ces gars-là? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Ça a été extraordinaire. Extraordinaire. J'ai eu une chance incroyable de connaître une génération de footballeurs qui était juste exceptionnelle sur le plan humain. Ça répond aussi à ta question tout à l'heure. Donc, Ouais, il y a la beaucoup de bienveillance, choses ouais, humaines, hein. Les entraîneurs étaient durs, mais les salariés du club étaient très gentils. C'était une vraie famille, l'AS Monaco. On ouais. connaissait tous les noms des salariés, on connaissait tout le monde, leur vie, on se voyait souvent. Donc, on était comme une famille. Donc, il y avait aussi, tu vois, la contrebalance avec la pression. Donc oui, quand je suis arrivé dans cette équipe-là, j'ai vu des vrais bonhommes, des mecs qui m'ont pris sur leur coupe, hein, qui m'ont protégé, en fait. Et ils voyaient que j'étais meurtri, ils voyaient que je parlais pas beaucoup, j'essayais de faire le deuil du décès de mon frère et de mon meilleur ami aussi qui s'était pendu. Et Et c'est c'était dur quand très même, hein, tout ça. C'est quand même deux événements. compliqué. L'un Ça a d'entre eux fait de aurait déjà pu te couper les ça a ailes, mais fait de deux, moi le mec, j'ai réussi mentalement cette charge, cette surcharge émotionnelle et mentale, j'ai réussi à la canaliser et à en faire une force, à me mettre en mission derrière tout ça, de me dire, ces gars-là, ils me regardent toujours, en fait. Je suis en mission. Donc, j'en ai fait une force. Donc, c'était dur. Alors, je le souhaite à personne, hein. Tu peux pas savoir le nombre de fois, je me suis retrouvé dans ma chambre, la chambre 15 du centre de formation de l'AS Monaco, que je me suis retrouvé à pleurer seul, comme un con, tu vois. ouais, Parce que bien t'es sûr. seul, Patrick Battiston, tous ces mecs-là, Glenn Hoddle, enfin, laisse tomber, quoi. J'ai eu une chance incroyable de connaître ces gars, mais le début de ma carrière, quoi. Manu Amoros, Luxonor, tout ça, enfin, des mecs qui sont toujours aujourd'hui des amis, on est toujours en contact, on s'appelle régulièrement. On a eu Jean-Luc Ettori, c'était un de nos tout premiers invités. Effectivement, on a eu cette tonton exactement et sa deux chevaux célèbre. Euh, T'as il nous... Ménari aussi, Pardon? il avait une Ménari. Ah, d'accord. Enfin, tu sais, t'as le pare-brise qui se penche sur le capot. Ah ouais. Vieille voiture, tu sais, je sais pas si c'est de l'armée, mais j'adorais voir Jean Danton et Jean-Luc, il était complètement atypique. Ouais, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que on a cette même impression, c'est que Monaco était même la ville était très familiale à l'époque. Alors peut-être qu'à ton époque, ça commençait peut-être à devenir, bon, c'est sûr, sûrement, ça devenait plus bling bling, mais il racontait qu'il se baladait au marché, les gens lui donnaient du raisin. Il y Ouais, avait vraiment une proximité. Bon, effectivement, en plus, tu connais tous les supporters parce qu'il y en a ouais, pas énormément au stade. Mais et ça dénote beaucoup et on sent vraiment cette bienveillance des anciens mm, qui n'était pas toujours dans tous les clubs. Et donc toi, tes gars sûrs à ce moment-là parce que tu débutes libéraux et tu dois commander un Luxonor, tu dois commander un Rémi Vogel alors ouais. que tu as J'ai 18 ans. commencé avec Battiston, donc c'est plus lui Ouais, qui me Baptiston, connaissait, ouais, tu vois. J'ai alterné souvent avec Rémi Vogel. intéressant quand même, ouais. J'ai commencé arrière gauche pour que Manu Amoros puisse monter d'un cran sur le terrain, donc j'étais lié arrière gauche. Le Lucky Sonor, souvent il me fait la réflexion en me disant ouais putain Arcel il m'a mis de l'autre côté parce que il t'a vu arriver, il m'a dit voilà si tu veux continuer à jouer il faut que tu joues à droite. Donc on en rigole encore aujourd'hui, mais oui non, ça m'a permis justement d'apprendre beaucoup sur les relations humaines. Encore une fois j'étais toujours scotché avec mon casque de musique, je parlais pas, j'étais dans le mutisme en permanence. Arsène a été extrêmement
bénéfique à ce niveau-là. Mais ouais, les garçons, ils voulaient me protéger. Il y avait une affection qui se dégageait d'eux en ce qui me concernait. Ils voyaient bien que j'étais un peu à fleur de peau, mais ils ont très très vite vu les qualités que j'avais sur le terrain également, et en fait la sincérité avec laquelle j'ai évolué dans mes rapports humains avec les gens. Il n'y avait pas de compromis avec moi à cette époque-là, mais en tout cas, j'avais qu'une parole, j'avais qu'un cœur, et il y a beaucoup de gars étaient très sensibles à ça en fait. Ouais. Bah, c'est vrai que rétrospectivement, on se dit c'est normal, mais c'est vrai que tu as un petit jeune qui arrive, qui est pas très communicatif, qui, comme tu le disais toi-même, est à fleur de peau, peut-être un peu renfermé, et tu sens qu'il y a une vraie douleur en lui. Il y a plein de joueurs qui diraient bon bah c'est pas à mon avantage s'il performe, comme ça je garde ma place. Et c'est l'inverse qui s'est passé, donc c'est quand même c'est extraordinaire. Oui, parce que j'étais un des rares jeunes joueurs de l'effectif. Il y avait Patrick Valéry aussi qui était déjà Ouais, arrivé à l'arrière droit, mais on était quasiment les seuls. Il y avait Philippe Rajke aussi. ouais, futur Il y avait Strasbourgeois. Mété également. Stambouli, il me semble également, paix à son âme, il est décédé. Ouais, Mais on était très très peu. Et ouais. surtout, à Monaco, on est un peu épargné aussi par la pression, tu vois, médiatique. Même quand tu fais des finales de Coupe d'Europe, finales de Coupe de France, tu joues le premier rôle, tu avais toujours un petit encart. Donc, Ouais, c'est- il y avait ça aussi. Ça aurait peut-être été différent si j'avais été formé à Marseille ou au Paris Saint-Germain, des clubs comme ça, mais j'ai été préservé. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré toutes mes années à Monaco, sincèrement. Ma vie là-bas, sur le plan privé, mais également sur le plan professionnel, les gens que j'ai rencontrés là-bas, il n'y a pas que des gens bien, hein, mais j'ai rencontré plein de belles personnes. Et surtout, c'est le club qui m'a permis de devenir ce que je suis sur le plan professionnel, mais également sur le plan humain. ouais. C'était pas évident, hein. Je suis arrivé à un rond-point, il y avait plusieurs directions à prendre à 13, 14 ans, avec tous les démons qui cohabitaient dans mon esprit. C'est pas évident quand je regarde quand j'ai un vite regard sur le passé, je me dis, quand même, Manu, t'as été costaud, quoi. Quand tu vois ton parcours de vie et effectivement les tragédies qui t'ont entouré, c'est miraculeux. Ah, c'est difficile de trouver un autre terme que ça. J'ai eu les bonnes personnes à côté de moi à ce moment-là. Je pense que, comme beaucoup de gens qui souffrent énormément, bah, peut-être que beaucoup n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions ou à ne plus y voir clair ou à perdre goût à la vie, espoir en soi, en confiance en soi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de bonnes personnes autour d'elles. On a Alors, tous besoin d'aide, hein, à un moment donné. ouais. Ouais, donc tu dis dans ton livre, effectivement, donc, pour revenir à Pierre Tournier, que tu es dans une sorte de désarroi émotionnel après la tragédie de ton grand frère, et qui te dit, écoute, maintenant, il faut que tu joues, il faut que tu joues pour ta famille, il faut que ta famille soit fière de toi, qui te booste, qui est très beau d'ailleurs aussi, mais qui peut-être aussi doit te mettre une pression qui doit être quand même difficile à gérer à un âge aussi jeune. Oui, mais en même temps, c'est dans mon ADN. J'ai D'accord. besoin de ça. J'ai besoin d'avoir des objectifs. J'ai besoin de mettre la barrière haute à chaque fois. J'ai besoin de ça pour exister et vivre. Sinon, la vie me paraît extrêmement fade. Donc, la pression, j'ai toujours accepté la pression, aussi grande soit-elle. Elle m'a rarement dérangé dans ma préparation, dans mes ambitions, dans ma concentration. Au contraire, encore une fois, j'ai réussi parce qu'il faut apprendre pas mal de techniques. Moi, j'étais un peu précurseur là-dessus, là aussi, hein. Ça n'a fait que conforter le caractère un peu hors norme, la personnalité hors norme que je pouvais avoir à cette époque-là. On m'a souvent fait des allusions. Tiens, par exemple, j'ai toujours les vieux agendas. Moi, je suis pas. J'ai tout un Filofax. ordinateur, il y a tout ça, mais tout est dans un Les filofax. filofax, ouais, ouais. C'est qu'on peut pas me le pirater, je peux pas le perdre. Ouais. À l'époque, j'avais des golibés, des réflexions un peu sarcastiques, mais pas que. J'avais plein aussi de réflexions sur pas mal de domaines. Donc, je crois que ce qui fait la force aussi d'un individu pour supporter la pression, c'est de faire abstraction du son que tu peux entendre autour de toi. D'avoir cette D'accord. capacité tu switch off, tu sais. Ouais. Tu coupes les oreilles, tu te concentres sur ton objectif, tu sais ce que tu dois faire pour aller à ton objectif. S'il y a des gens qui sont là pour t'aider,
ils sont les bienvenus. S'il y a des gens là qui sont là simplement pour te tirer vers le bas, des critiques, la pression négative, machin, tout ça, switch off. Éteins, éteins. Tu sais ce que tu as à faire. Tu es un bonhomme. T'es pas, t'es, ça fait des années que tu es là. Tu as tout fait depuis des années pour y parvenir. Donc, c'est ce que je conseille aux gens. Moi, j'ai appris par des techniques de concentration, de visionnage, de respiration, à couper le son autour de moi. Ça fait longtemps que j'ai coupé le son. Et ces techniques d'ailleurs, tu les apprends à Monaco, tu les apprends par toi-même? Je les apprends parce qu'en fait, je suis une météorite dans le milieu du foot quand je commence. Je me dis, ma mission est en train de se réaliser vis-à-vis de mes parents, de mon frère décédé. Je suis toujours en mission, mais en même temps, il me manque quelque chose profondément. J'ai l'impression d'avoir un vide spirituel, d'avoir un vide humain. Je suis rempli de bonheur sur ma trajectoire professionnelle. Je me découvre des émotions amoureuses avec les filles à droite à gauche, comme c'est normal à cet âge-là. Mais je suis encore extrêmement indécis sur la personne que je veux être. Je ne sais pas où je veux aller en tant qu'individu. Je sais où je Mhm. veux aller en tant que sportif, mais en tant qu'individu, je n'arrive pas. Je me rappellerai toujours de cette phrase d'Arsène Wenger qui dit à chaque fois, à tout début, c'est pour ça qu'il m'a super bien managé à ses débuts, il était extrêmement psychologue. Et il m'a dit, si tu veux découvrir le joueur que tu es sur un terrain, il faut absolument que tu découvres en premier la personne que tu veux être. Et à cette époque-là, je ne savais pas encore ce que je voulais être. J'étais les démons, les machins, je ne savais pas. Ces techniques-là, elles sont venues naturellement parce que j'ai toujours été extrêmement friand de tout ce qu'il y avait à l'extérieur du football qui pouvait m'apporter quelque chose de bénéfique dans ma préparation, à la fois mentale, physique, spirituelle, à la fois dans mon rôle d'individu, mais également de joueur. Et c'est là le cheminement. Je dévorais les livres les uns après les autres pendant des années. Je jouais aux échecs tous les jours. Et j'avais une spiritualité qui était en train de se développer. Ce n'était pas un côté religieux. Mais il y avait un côté solennel. C'était plus de la spiritualité. Et moi, c'est le bouddhisme, en fait, qui me parlait parce qu'à l'époque, nous avions le caméraman et le vidéaste de l'AS Monaco. Je ne me rappelle plus le nom de cette famille. Si nous écoutent, je vous salue bien fort. Où le papa et le fils m'ont fait rencontrer des hauts dignitaires du bouddhisme qui venaient souvent à Monaco pour des congrès. Et on m'a fait rencontrer des gens apparemment très importants dans la hiérarchie bouddhiste. Et j'ai été fasciné. Les rencontres que j'ai eues avec ces gens-là, et, leur approche de la vie, la spiritualité qui pouvait amener aux choses, prendre du recul sur, sur des choses sur lesquelles on se dit mais c'est pas possible, et de se dire. Et j'ai appris avec le temps, même si des fois j'ai encore le réflexe contraire, mais j'ai appris avec le temps de dire écoute, si tu ne peux pas changer les choses, apprends à vivre avec. Ouais. Ouais, c'est un bon conseil. Ben oui. Et mais même encore moi aujourd'hui, ça m'est difficile des fois, mais j'ai vachement fait d'efforts à ce niveau-là. Mais ces gens-là m'ont apporté une empathie, des réponses à des questions sur le côté existentiel. Pourquoi on est là? C'est quoi le but? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ensemble, tout seul? Enfin bref. Ouais. Et j'ai découvert pas mal de techniques, notamment la visualisation, suite à... Ils m'ont conseillé de lire un livre qui s'appelle La Trilogie des Andes de James Hetfield. Ça a été traduit dans le monde entier. Ça a été un best-seller pendant des années, des années. D'ailleurs, au sortir de la Coupe du Monde 98, je fais référence à ce livre-là. Et l'édition, je crois que c'est les éditions Lafon. Désolé si je me trompe, mais il me semble que c'est les éditions Lafon qui m'ont envoyé les nouvelles versions pour me remercier parce qu'ils étaient en train de rééditer des tirages suite à Ah, mon d'accord, départ. grâce à toi. Ok. Le livre, cette trilogie, je l'ai lu quand même 5 fois hein, Wow. pour la comprendre véritablement parce que je me suis dit, mais Manu, t'es stupide ou quoi? T'arrives pas à comprendre ce que tu lis en fait. Et j'ai essayé de lire comme un enfant de 5 ans, mot après mot, pour essayer de m'imprégner du mot, pour essayer de comprendre la connotation, la portée de ces mots-là. Donc tout ça est venu après un cheminement, la préparation mentale. J'ai été au contact de pas mal de scientifiques, de médecins qui étaient un peu des précurseurs dans ce domaine-là, qui m'ont expliqué les avancées qu'ils avaient fait avec des sportifs. J'ai essayé de faire un condensé de tout ça. Je me le suis approprié. Et aujourd'hui, j'ai 54 ans, ben je continue à le faire. Est-ce que tu parles avec Sébastien Frey, par exemple, qui je sais est très. Sébastien, on s'est vu le 10 juin pour le match, la commémoration justement de la guerre mondiale. On a fait un match ensemble à Caen. Ouais, parce que lui, il a été initié au bouddhisme par Baggio, je crois. Et Mmh. effectivement, il est aussi très.
C'est aussi sa spiritualité. Donc, je ne sais pas si les joueurs en parlent entre eux ou si c'est des choses qui restent personnelles. Il y a des sujets qui sont toujours extrêmement tabous à la fois dans la société, mais également dans le milieu du foot. Donc, on peut parler de tout ce qui a une connotation politique, religieuse, sexuelle. Ce sont des principes qui ont toujours été très compliqués à débattre entre nous, joueurs. Et d'ailleurs, on nous demande de ne pas le faire. On nous demande de signer des chartes. Ah bon? Oui, oui. Ah ouais. Comme en équipe de France, par exemple, tu ne dois pas avoir de discours politique au sein de l'équipe de France, entre nous, des choses religieuses. Ouais. Alors qu'en fait, c'est les fondements même de n'importe quel individu. Ouais, bah, Il y a des choses que je ne comprends toujours pas, comme si on était immature à pouvoir affronter ce genre de débats sociétaux, comme s'il fallait à chaque fois mettre un voile sur ces questions-là. Et quand je vois les problèmes qu'il y a à l'heure actuelle sur ces sujets-là, je me dis, bah, on serait bien justement de pouvoir mettre les choses à plat et d'en discuter, pas de façon libre et extravertie, mais de façon responsable. Ouais, bon courage. C'est la fin de ce premier épisode avec Emmanuel Petit. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode complètement dingue. On va parler de l'équipe de France, de ses relations avec Michel Platini, bien évidemment. On va parler de la Coupe du Monde 98, de son but incroyable en finale contre le Brésil, rappelez-vous, et 1, et 2, et 3-0. C'était entre autres grâce à lui. On va parler d'Arsenal, un épisode complètement fou, peut-être l'un de nos plus beaux. Pour patienter, vous pouvez, comme toutes les semaines, aller sur les réseaux sociaux pour nous retrouver. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter et bien sûr sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com où vous pourrez retrouver tous nos épisodes, des articles, notamment ceux excellents de Johan Sonek, ainsi que des vidéos, des articles, plein de trucs super intéressants pour continuer l'expérience du podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Dingo. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes.